Bonjour et bienvenue dans la libre antenne en public, la libre antenne en débat, la libre antenne en freestyle comme d'habitude. Comme on l'a fait, on remercie le Grand Hôtel des Bains d'Yverdon et particulièrement son restaurant La Rotonde de nous accueillir. Le restaurant du Grand Hôtel des Bains d'Yverdon, La Rotonde, avec des plats délicieux, avec une carte magnifique qu'on vous invite à découvrir. Et puis dans cette ambiance sympathique et tout, un cadre pour accueillir trois dames, j'allais dire jeunes filles, mais non, trois dames. Bonjour Marilyn. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Natacha. Bonjour. Bonjour. On aurait pu, bienvenue donc, on aurait pu commencer la première émission en disant voilà, on va faire un truc très festif, très sympa, très cool, décontracté, on va pas se prendre la tête. Et puis, non, on a choisi un thème qui est un peu plus sérieux, un peu plus prenant, un peu plus lourd, mais j'ai eu la chance de rencontrer Natacha, de rencontrer Marilyn, et puis on a parlé, on a échangé, on a fait des interviews, puis des interviews où moi qui ne suis pas confronté à ce que vous avez traversé et vécu, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup interpellé, parce que ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est votre gestion de tout ça, cette manière de traverser cette épreuve, cette manière de vivre avec. On n'oublie jamais, on vit avec. Et puis, cette manière, aujourd'hui, d'avoir envie d'échanger, de parler, de communiquer, de transmettre, de dire finalement, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que j'ai traversé comme épreuve, et puis voilà ce que je suis aujourd'hui. Je suis capable d'en parler, je suis capable d'échanger, je suis capable de rencontrer d'autres personnes confrontées à la même épreuve peut-être, même si toutes les épreuves sont différentes. Et puis, dans ce sentiment de douleur, on arrive à se dire que voilà, la vie doit continuer parce qu'il y a aussi d'autres personnes, parce qu'il y a aussi d'autres enfants, parce que ça doit être comme cela. Et avec quel courage et quelle force vous arrivez à être ce que vous êtes et à être là ce soir pour en parler. Moi, ça m'a beaucoup, vraiment au niveau de la leçon de, comment dire, d'humanité, de courage, et puis tout en n'occultant pas, tout en ne cachant pas, tout en ne disant pas c'était une épreuve, on l'a surmontée. Non, pas du tout. Je crois que l'épreuve, elle est là au quotidien pour vous. Et ça me fait plaisir de vous donner la parole ce soir. Je parle beaucoup là, mais c'est pas moi qui vais parler tout le temps, parce que j'ai envie, voilà, qu'on vous entende et puis que vous échangiez un peu entre vous. Donc c'était pour ça. Il y avait, voilà, j'ai trouvé une phrase ici pour lancer un peu le débat comme ça. C'était que votre bébé ait vécu quelques jours ou quelques heures, ou que sa vie se soit arrêtée avant d'avoir vu le jour. Vous êtes à présent des parents en deuil. Alors vous entendrez sûrement ces mots pour la première fois. Mort périnatale. La mort périnatale, c'est quoi? Ben, la définition, c'est pour ceux qui, voilà, la mort périnatale peut survenir en cours de grossesse, à la naissance, ou dans les heures qui suivent, ou durant les 7 premiers jours de vie, selon l'OMS, une épreuve terrible à laquelle on n'est pas forcément préparé, je pense. Moi, je vais donner la parole à Caroline Bassi, pour commencer. D'abord parce qu'on ne s'est jamais rencontrés, à part on a échangé pour cette émission, on ne s'est pas rencontrés, on n'a jamais été face à face avec un micro. Alors moi j'aimerais que tu me racontes simplement, parce que tu as aussi fait un livre, il y a aussi, on parlera des livres aussi, il y a une manière de témoigner, de vouloir l'exprimer, parce que on se dit que des épreuves terribles ou des deuils, ben on les garde dans le secret d'une famille. Ben non, il y a des gens qui ont envie qu'il y ait un peu de lumière au milieu de toute cette grisaille. Et moi, j'aimerais simplement que tu nous racontes un peu cette histoire qui est la tienne. Alors, effectivement, donc moi, je m'appelle Caroline, j'ai 33 ans, et puis le 4 janvier 2015, j'ai accouché d'un petit garçon mort-né. Et en fait, moi, ça s'est déroulé de la façon suivante, c'est-à-dire que le 3 janvier, j'étais pas très bien, pas très en forme. Ça faisait quelques jours que j'étais un petit peu enrhumée, enfin voilà, affaiblie. Et puis ce 3 janvier, j'ai pas senti mon bébé bouger. Et donc quand j'ai contacté les urgences de la maternité pour leur expliquer que j'étais un peu inquiète, ils m'ont demandé comment était mon état de santé général. Je leur ai expliqué que j'étais pas très bien. Ils m'ont conseillé de prendre quelque chose de très sucré, de boire quelque chose et de manger quelque chose de très sucré, ce que j'ai fait.
Et comme il n'y a pas eu de réaction, je suis descendue aux urgences et puis c'est là qu'on a constaté malheureusement que mon petit garçon n'était plus là. Et donc les heures qui ont suivi, ça a été l'acceptation de ce qui se passait, l'acceptation du fait qu'il fallait accoucher d'un enfant qui était déjà mort, enfin voilà, quelque chose de très très difficile. Et puis on a vécu cet accouchement, on estime, de la meilleure façon possible parce qu'on est resté beaucoup dans l'amour, en se disant que malgré tout, il fallait qu'on fasse ça du mieux possible, que cet enfant méritait aussi d'avoir un accouchement digne de ce nom. Et puis donc, notre petit garçon est né le 4 janvier. Et suite à cet accouchement, j'ai ressenti le besoin de coucher sur papier ce que je vivais, ce que je traversais, mes émotions. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait vraiment pour me soulager, puis comme un exutoire, sans penser que j'allais en faire quelque chose, ou l'utiliser, ou encore moins le publier. Et quand les mois ont passé, je me suis dit que cette histoire pouvait peut-être aider d'autres personnes qui vivaient et traversaient la même chose, et que donc pour moi c'était aussi une façon de donner un sens à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de publier mon livre que j'ai appelé Journal à un ange, tout simplement parce que c'était mon journal et qu'il était destiné à mon ange. Marilyn, Jacquard, Favre, pour citer tous les noms de famille. Toi, ton histoire? Alors, moi, bien sûr qu'elle est différente. Donc, moi, j'ai accouché en 2009, prématurément, à 24 semaines. J'ai perdu les os à la maison alors que tout allait bien. Je me suis rendue aux urgences de l'hôpital dans la région dans laquelle j'étais. J'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait parce que avant ça, j'ai perdu 2 enfants en fausse couche tardive à 12 et à 16 semaines. Donc, j'avais déjà un historique de ce qui pouvait potentiellement se passer. Donc, j'ai été hospitalisée d'urgence. Dans ces cas-là, on choisit un établissement où on peut accueillir le nouveau-né et la maman en cas d'accouchement. Donc, dans mon cas, le CHUV n'avait plus de place. Donc, j'ai été transférée à Genève. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai un fils à cette époque, il avait 6 ans, donc j'avais un aîné de 6 ans. Donc, Genève, c'était le moins pire par rapport à ma région. Et là, j'ai été hospitalisée. Je savais que je serais hospitalisée jusqu'à mon accouchement parce que j'avais perdu tout le liquide. Alors, ce que je savais pas à l'époque, c'est que le liquide se régénérait, mais il fallait les lits stricts. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait 2 semaines en lit strict, à regarder mes poils pousser, à regarder mes cheveux pousser, à pas pouvoir me doucher. Enfin, tout ce qu'on subit dans ce genre de cas. Jusqu'au matin où j'ai senti une contraction très forte, donc j'ai lutté avant d'appeler les infirmières. Et puis ce qui devait arriver, donc j'ai accouché d'un petit Arthur qui faisait 950 grammes, qui a été pris en charge très rapidement en néonatologie dans des grands prématurés. À la suite de l'accouchement, moi j'ai fait une énorme hémorragie. Donc, je suis repartie en bloc. Je me suis réveillée le soir à 18h. Donc, j'ai eu 10 heures Il me manque un trou de 10 heures dans cette journée-là. Et pendant ce temps-là, moi, j'avais juste vu passer mon fils dans la couveuse. Et je me suis réveillée aux soins intensifs, au HUG, de perfusée, transfusée, de partout, sans comprendre ce qui m'arrivait. Et après, j'ai enchaîné encore 3 semaines d'hospitalisation au HUG. Et entre-temps, quand moi j'allais bien, mon fils allait moins bien. Et quand moi j'allais moins bien, mon fils allait mieux. Et 9 jours après, en fait, on l'a perdu. Parce que lui, j'avais eu les injections pour stimuler les poumons en prévision de l'accouchement. Mais ça n'a pas suffi pour lutter. Il était quand même trop petit. Et on avait fait un choix avec mon mari à un moment où on s'est dit, on a quand même un aîné devant, donc on ne peut pas tout mettre la structure en route pour
le sauver à tout prix parce qu'on savait qu'il y avait des gros risques de séquelles, autant physiques que psychiques ou psychologiques. Enfin, puis un grand prématuré, après, ça demande un soin, un suivi et tout. Donc, on a dit aux médecins jusqu'où on voulait aller, quelles étaient nos limites par rapport en termes de survie par rapport à Arthur. Et un matin, j'ai l'infirmier qui est venu me chercher en me disant ça va pas du tout, il est en train de partir. Il a abandonné le service dans lequel j'étais pour me rapatrier auprès d'Arthur en soins intensifs de néonatologie qui, au HUJ, n'est pas du tout dans le même bâtiment. Et puis, parce qu'il avait vraiment pris à cœur notre histoire, puis il voulait vraiment que je puisse être là au moment où notre fils allait partir. Et en fait, pour moi, c'était un monstre très fort, parce que j'étais dans une chaise, j'arrivais pas à me déplacer tellement j'étais faible. Mais j'ai pu être là, l'infirmier qui s'occupait d'Arthur en néonat l'a extubé, et puis il est parti dans mes bras. C'est la seule fois où je l'ai eu vraiment dans les bras pour ce moment-là. Puis mon mari est arrivé peu de temps après. C'est la première fois qu'il nous voyait vraiment les deux réunis, mais dans des circonstances qui ne devaient pas être celles-ci à la base. Donc voilà, en résumé, c'est très résumé, c'est ça. Par rapport à l'aboutissement final où, effectivement, comme les filles, je suis rentrée à la maison sans mon bébé après 5 semaines d'hospitalisation, très affaiblie, très fatiguée et en congé maternité, parce que j'avais passé le délai des 24 semaines, donc j'étais pas malade, mais j'étais en congé maternité sans enfant à la maison. Natacha Lugron-Sprunger, interruption de grossesse avec le prénom Andreas, titre de ton livre. Alors, j'aurais pu dire, voilà, on parle du deuil périnatal, interruption de grossesse. Il y a le mot volontaire, parce que IVG qui a été enlevé, on comprendra pourquoi. J'aurais pu dire, voilà, finalement, c'est pas le thème, c'est pas le propos, c'est différent, c'est autre chose et tout. Mais quand on s'est rencontrés, j'ai lu le livre et puis voilà, c'est aussi une circonstance qui a des points communs, à mon avis. Oui, ça se ressemble de toute façon un peu, même si on n'a pas vécu pareillement les choses. Pour moi, ça a été comme ça. C'est que c'était ma deuxième grossesse, donc j'avais déjà une fille avant, et pendant déjà les premiers mois, je sentais qu'il y avait quelque chose qui jouait pas. Je pouvais pas me réjouir comme à ma première grossesse. J'avais rien préparé. J'avais beaucoup de saignements. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Jusqu'au 3e mois, je descendais assez régulièrement à l'hôpital parce que j'avais besoin de savoir qu'il était toujours en vie. J'avais tellement une crainte qu'il soit plus là. Et à chaque fois, on me rassurait. Oui, c'est tout en ordre. Et voilà. Puis au 3e mois, je voulais aller chez mon gynécologue parce que de nouveau ces saignements. Puis toujours, on pouvait pas me rassurer à 100%. Et mon gynécologue de l'époque s'était absenté à nouveau pour partir en vacances. Donc j'ai dû aller chez un de ses collègues. Et là, il a pris la valeur nucale. Puis là, il m'a dit c'est pas bon. Il faudra vraiment faire au plus vite l'amniosynthèse. Lui, il aurait eu possibilité de me la faire directement parce qu'il était équipé pour me la faire. Mais comme ce n'était pas mon médecin, il m'a dit de prendre contact avec mon médecin. Là, c'était le vendredi, donc le lundi, je devais aller. Puis quand je suis allée chez mon gynécologue, il reprend la mesure de la nuque. Il me dit « Mais non, pas de souci, c'est tout en ordre. On veut, voilà, il y a le test sanguin, on veut regarder s'il y a quelque chose là-dedans. » Puis je lui dis que s'il y a quelque chose, il faudra vraiment qu'il me dise dans la semaine, parce qu'il faudra vraiment qu'on réagisse très très vite, parce que les semaines filent et l'enfant grandit et ça ne peut pas se passer comme ça. Il ne me prévient pas, il repart en vacances pendant 3 semaines, ça fait un mois d'attente, je retourne au 4e mois chez lui. Puis chez lui, je voyais, il n'y a jamais de papier sur son bureau. Puis là, il y avait une feuille. Puis je regarde mon mari, je dis, mais cette fois, c'est bon, il y a quelque chose, ça ne veut pas aller.
Il est arrivé assez mal à l'aise en me disant « Je suis désolée, on a pensé que c'était une erreur du laboratoire. » Et oui, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Il faut aller le plus vite possible à Berne, faire l'amniosynthèse, regarder ce qu'il en est. Et là, ça a débuté. Ça nous a fallu 1 mois encore pour voir que ce n'était pas la trisomie 21, parce que moi, la trisomie 21, j'aurais pu vraiment le garder. Ce n'est pas une maladie qui me fait peur. Avec mon mari, on a aussi beaucoup eu de querelles vis-à-vis de ça, parce qu'on n'était pas du tout du même avis. Hein. Lui, le regard des autres, le handicap, c'est quand même difficile. Et après, au 4e mois... Ouais, non, presque au 5e mois, on a appris qu'il avait un chromosome 14. Il lui manquait une partie du chromosome 14. Et là, c'était un grave handicap physique et mental. Donc, on a dû prendre la décision dans l'urgence et on a décidé en 2 secondes d'interrompre la grossesse. Et... Voilà, ils étaient bien équipés à Berne, donc ils pouvaient directement le faire. Donc ils ont préparé la pièce et je pense que c'était tellement... On ne peut pas se rendre compte ce que c'est réellement quand on interrompt une grossesse à 5 mois. Parce que ce qui s'est passé, ça m'a tellement, je pense, traumatisée parce qu'au fait, j'ai regardé sur l'écran pour voir, parce qu'il devait, il passe une aiguille à travers le ventre pour atteindre le cœur. Et je voyais mon bébé, mon garçon, parce que là, je venais d'apprendre que c'était un garçon, que ouais, je le voyais, il s'affolait, et je me suis dit, il faudra vraiment que je dise aux gens ce que c'est réellement. L'enfant ressent tout, et ça, c'est terrible. Je le voyais s'affoler, je le voyais sûrement se débattre. Et... il a pu atteindre le cœur. Et quand il m'a ressorti cette aiguille, ça m'a brûlé. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, mais c'est quoi, ça brûle? Puis il a dit en allemand, oui, ça brûle. Je pense que c'était une sorte d'acide ou je ne sais pas quoi, mais qui est... Et je me suis dit, ben voilà, t'imagines ce que tu lui as fait? Tu as tué ton enfant, tu l'as euthanasié. Et il a tellement eu, je pense, une grave... souffrance par ta faute, et ça a commencé vraiment cette culpabilité. Puis après, je suis partie à l'hôpital de Berne pour accoucher, puisqu'il était mort dans mon ventre, alors il fallait accoucher. Ils m'ont mis dans une chambre, à côté de moi, il y avait les mamans qui accouchaient, donc, et moi j'étais dans ma chambre, et pendant 1 semaine ça a duré. J'ai tenu bon 1 semaine avec cet enfant dans le ventre, parce que voilà, j'avais envie d'accoucher naturellement, mais ça n'a pas été possible. Au bout des 7 jours, mon médecin m'a dit, c'est bon, normalement une femme normale, elle tient 3 jours psychologiquement. Mais là, il m'a dit, vous avez tout fait, vous avez tout essayé. C'est 7 jours, c'est bon, maintenant il y a le risque d'infection, il faut qu'on le sorte. Et ils m'ont fait une césarienne, et j'ai eu vraiment une grande chance à Berne, parce que le dernier jour, j'ai eu une sage-femme qui m'a accompagnée du matin au soir. Je pense qu'elle n'a même pas pris de pause, parce qu'elle a essayé de le sortir aussi par voie naturelle. Je pense qu'elle a tout essayé. Puis elle m'a vraiment aussi, quand il y a eu ce petit, mon bébé, elle m'a vraiment fait des photos, des souvenirs pour que j'aie vraiment quelque chose de lui. Et c'est vrai que j'ai vraiment été très bien accompagnée. Mon mari n'avait pas décidé souhaitait pas venir. Il n'avait pas envie de voir le bébé. Donc voilà, c'est un respect mutuel, parce que voilà, moi j'avais des envies, lui il avait des autres envies. Donc voilà, on était quand même en accord sur ça. Et pour nous, pour moi à Berne, il y a une vie pendant 4 ans qui s'est arrêtée. Je suis rentrée à la maison, on est très différentes. On rigole plus la même chose. Il y a plein de choses qui se brisent. Et puis tout le monde, toutes les femmes qui perdent leur enfant à n'importe quel stade ont ces choses, ressentent ces choses, ce grand vide, je pense. Voilà. Est-ce qu'en écoutant Natacha comme ça, alors que ce n'est pas la même problématique, mais est-ce qu'il y a similitude, ou bien est-ce qu'il y a quand même une différence de base
Comment vous le ressentez? Ce que vient de vous raconter Natacha, Caroline, par exemple, tu l'entends comment? Comment tu l'entends en toi? Ça me touche énormément. Ça me bouleverse beaucoup parce que... C'est-à-dire que moi, je n'ai pas pris de décision. Moi, j'ai eu d'autres choix que de me confronter en fait à ce qui m'arrivait et puis de constater. Donc, d'imaginer ce que ça peut faire de devoir prendre ce genre de décision ou quand son enfant naît, pour Marilyn, d'avoir l'espoir aussi de se dire que ça va fonctionner et il va s'en sortir. Je ne sais pas si on peut avoir une classification de pire ou moins pire, mais quelque part, j'ai le sentiment que c'est pire que ce qui m'est arrivé à moi. Parce que moi, j'ai pas eu de décision à prendre pour sa santé, pour notre avenir commun, en me disant est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on ne se lance pas. J'ai pas eu d'attente à me dire peut-être qu'il va survivre ou pas. Il y a eu un constat et c'était fini, quoi. Donc, quelque part, j'ai l'impression que ça a été un petit peu plus simple, peut-être, si on peut dire ça. Marilyn? Le résultat est le même pour les trois. Donc, c'est clair que, comme on le disait tout à l'heure, personne n'a la même histoire identique. Mais moi, j'avais lu le livre de Natacha, donc je savais exactement quel était son parcours. Et c'est vrai que cette page est vraiment très prenante et inadmissible quand on lit et quand on sait tout ce qui se passe actuellement, tous les traitements, tout ce qu'on peut entendre, et puis que ça se passe encore vraiment comme ça, maintenant. C'est vrai que par rapport au problème physique de l'enfant qu'elle attendait, personne n'a aucun jugement à apporter sur la décision qu'ils ont prise. Nous, on y avait aussi pensé, parce que du moment qu'on est enceinte, je pense que chaque parent, à chaque période de la grossesse, se pose cette question à un moment ou à un autre. On vit avec la peur, il y a une peur de quelque chose. Façon, même quand tout se passe bien, la peur est quand même là. Du moment que la conception est là, on sait qu'on prend Voilà, ça, un moment ou un autre, ça peut être compliqué. Donc, nous, quand j'ai perdu les os puis qu'on s'est retrouvés à Genève, donc on m'a refait exactement les mêmes examens qu'on m'avait fait. J'étais à Morges avant. Donc, ils ont tout recommencé. Je dis, mais on a déjà fait les mêmes il y a 2 heures. Donc, non, il fallait exactement les mêmes. Et en fait, toutes les heures, ils nous demandaient, à mon mari et à moi, quelle décision on prenait si tout d'un coup je devais accoucher. Donc, évidemment, moi, je disais sauver mon bébé. Mon mari disait sauver ma femme. On n'est déjà pas d'accord. Mon mari on peut comprendre les deux. Ouais, moi, je comprenais pas. Sur le moment, parce que voilà, moi, à 24 semaines, je le sentais. Enfin, pour moi, il était en moi. Enfin, je savais que j'étais enceinte, puis je voulais absolument pas le lâcher maintenant. Et puis, s'il fallait sauver quelqu'un, c'était lui. Voilà, on était déjà pas d'accord. Puis lui, bien sûr, qui pensait à notre aîné, Antoine, il ne se voyait plus sans maman. Lui, avec un enfant de 6 ans, totalement démuni, donc moi, j'étais plus là. Mais vraiment, toutes les heures, à chaque fois qu'on envoyait quelqu'un, il nous faisait un état de comment ça se passait, jusqu'à ce qu'il me mette en chambre, en disant, bon, là, on a stabilisé, ça va aller, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le liquide se régénère, que vous ayez suffisamment de liquide pour reprendre la grossesse. Mais c'est clair qu'on m'avait dit que je serais en position horizontale jusqu'au bout. Donc moi, je me suis dit, j'avais un terme au mois d'octobre, 18 octobre, c'était le jour de notre mariage civil. Donc je me suis dit, sur 365 jours, ça tombe. Ce jour-là, ça peut être que positif. On était au mois de juillet, donc je voyais... moi, je suis totinée hyperactive, donc je me suis dit, juillet, octobre, coucher, ça va être compliqué quand même. Mais je vais gérer. Et puis, en fait, voilà, j'ai tenu tout ce que j'ai pu tenir. Et puis après, en fait, les contractions faisaient que j'étais tellement... je tenais vraiment plus. Puis à un moment, c'était... ils voulaient éviter l'infection, que moi, je prenne une infection et puis qu'ils ne sachent pas qui, quoi, comment. Donc, toi, tu as été bien entourée à Berne, d'après ce que j'ai entendu. Moi, à Genève, c'est pas mon canton, c'est pas ma région, donc j'ai pas eu...
Alors, on m'a aussi dit que j'étais dans la zone grise, donc entre 24 et 26, c'est une zone grise, donc ils s'avancent pas, les médecins. Ils vous disent pas, oui, on va le sauver, ou non, on va pas le sauver. Ils savent pas. Donc, chaque fois, ils me disaient, vous êtes dans la zone grise. Là, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Et puis, en plus, c'est les vacances, donc il y a moins de monde, donc il y a moins de personnel, donc il y a moins de suivi. Donc, évidemment, que les sages-femmes spécialisées sont pas là. Donc, ouais, après, c'est tout un tout. Moi, à la suite de mon accouchement, j'ai encore fait une hémorragie. Je me suis réveillée le soir, mais j'ai failli mourir de mon accouchement, donc ça, on n'en parle pas. Maintenant, au XXIe siècle, les gens, ils font des bébés, il y a 9 mois de grossesse, ils rentrent à la maison, tout va bien et tout. Mais moi, j'ai vraiment failli mourir de mon accouchement. Donc, j'aurais pu... à un moment, mon mari, il a appelé les HUG et personne ne savait où j'étais. Parce qu'il faut savoir qu'au HUG, quand vous êtes en maternité, puis tout d'un coup, vous allez aux soins intensifs, vous sortez de la maternité. Donc, pour la maternité, vous êtes parti, mais personne ne sait où. Donc, il avait beau appeler, personne ne lui disait comment j'allais, si j'allais, et puis où j'étais. Donc, il a décidé de prendre la voiture depuis Morges pour... donc, il a fait Morges-Genève, je ne sais pas comment, mais il l'a fait. Et puis, entre-temps, j'avais été transférée aux soins intensifs, où j'ai fait 4 jours transfusés. J'ai perdu énormément de sang. Et puis, plus tard, dans mon hospitalisation, j'ai fait une embolie pulmonaire. Donc, j'étais un cas. Parce que d'un côté, je liquéfiais, puis d'un autre côté, il fallait couper le... Donc, ils ne savaient pas comment me traiter, parce qu'en fait, j'avais l'embolie d'un côté, puis l'hémorragie de l'autre. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. Et puis, pendant ce temps-là, il fallait gérer Arthur, essayer d'aller le voir. Enfin, mon mari, il a beaucoup plus vu que moi, en fait. En fait, lui, à chaque fois qu'il venait me voir, il allait le voir. Donc, il a créé plus de liens avec lui qu'avec moi. Mais moi, niveau personnel soignant, j'ai été tellement trimballée de service en service, j'ai vu tellement de médecins, que je ne peux pas dire que j'ai eu un super suivi, autant avant l'accouchement qu'après l'accouchement. Après l'accouchement, on voulait absolument me faire tirer mon lait. Puis quand Arthur est décédé, il fallait absolument éviter l'engorgement, donc il fallait absolument que je tire mon lait. On m'a aussi mis en chambre à côté d'une dame qui venait d'accoucher. Donc j'étais au bord de la fenêtre, je regardais dehors en me disant que ça allait passer, mais j'entendais le bébé pleurer, toute la famille qui a passé. Beaucoup de maladresse. Puis ça, c'était en quelle année, alors, t'as dit? C'est pas si vieux que ça, c'était en 2009. Donc, à la suite de ça, j'ai vu, parce que j'ai pas mal milité, enfin, en guillemets, autour du deuil périnatal. Donc, à la suite de ça, ou pas, mais en tout cas, après, il y a une brochure qui est sortie au HUG sur le deuil périnatal, comment aider, ce qu'il faut, où on peut trouver un soutien, des choses comme ça. Parce qu'au moment où, à Genève, on voulait m'imposer un suivi psy, que clairement j'avais potentiellement besoin, mais que j'allais clairement pas commencer à Genève. Parce que c'était pas chez moi. Donc j'étais là, au milieu de nulle part. La première chose que j'ai demandé quand j'ai pu me lever, c'est où j'étais. Parce que j'ai été transférée en ambulance depuis Morges. Depuis que je suis arrivée à l'hôpital, j'étais en position horizontale, puis je l'ai été jusqu'au bout. Donc j'avais aucune idée de où, quoi, comment. Moi, j'ai besoin de me repérer dans le... Puis les HUG, j'y étais jamais allée. Donc quand j'ai pu me lever, je leur ai demandé mais, où était le lac, où était le jet d'eau, où était le Jura, enfin, que je puisse savoir. Donc je voulais sortir, de quel côté il fallait que je sorte, parce que j'avais aucune idée de où je me situais, dans l'espace et dans le temps, réellement. On m'a pas expliqué, en fait, on m'a trimballé comme un sac à patates en me disant voilà, vous arrivez là, bing, dans le lit là, vous restez là jusqu'à ce que ça se passe. Et puis voilà, donc c'est pour ça que c'est... Moi, c'est aussi pour ça que j'ai aussi pris position par rapport au deuil périnatal, parce que je trouve que maintenant, au XXIe siècle, il se passe tellement de choses. J'ai rencontré tellement de femmes qui ont vécu des choses, mais horribles, mais on n'en parle pas parce que c'est hyper tabou. Et c'est pour ça que j'ai rencontré Philippe il y a, je ne sais plus quand, quelques années déjà. Oui, 4 ans, je crois. Ouais, 4 ans déjà. Ouais. Et puis pour moi, maintenant, j'ai pas eu besoin d'écrire, mais j'ai pas besoin d'en parler, mais j'en parle au nom de toutes les femmes qui n'osent pas en parler, et puis qui vivent avec cette tristesse et ce chagrin
Parce que alors, les t'en feras d'autres, il y en aura d'autres, blablabla. Ils oublient que j'ai eu de fausses couches tardives avant. Et Arthur est arrivé après une année de CPMA. Il n'est pas arrivé par le Saint-Esprit, par la magie. Donc c'est tout un parcours qui fait que maintenant, voilà, je prends la parole et puis c'est pas pour me vanter de mon parcours, c'est loin de là, mais c'est pour montrer qu'on peut malgré tout survivre ou survivre avec, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément un livre qui est écrit, mais il y a aussi des marchés avec l'association Agapa Suisse romande qui fait un magnifique travail. Et notamment, toi, tu es très active sur les marchés morgiens, si je ne m'abuse. Et Nyonnais, voilà, exactement. De ce côté-là, pour aller justement un stand comme ça au milieu d'un marché un samedi matin, où en fait c'est un endroit plutôt, on va dire, sympathique, festif. Et puis il y a des ballons, puis on voit que c'est le deuil périnatal. Les gens qui viennent, j'ai envie de dire, faut un courage supplémentaire pour aborder dans un cadre comme celui-là, et puis venir, puis se renseigner, et puis venir. Comment ça se passe, ça? C'est comme ça que j'ai rencontré Caroline. Donc elle sera mieux placée pour moi que t'en parler, mais oui, quand j'ai intégré l'association Agapa Suisse romande, en 2011, je pense. Finalement, c'est eux qui m'ont le plus aidé parce que le psy, il ne m'a pas aidé beaucoup. Donc, je me suis tournée vers une association et puis, en fait, elle est basée à Fribourg. C'était quoi? C'était les réponses qu'on te donnait par rapport à ce que tu vivais n'étaient pas... Enfin, c'était pas adapté, c'était... voilà, c'était un peu... Comment? À mon niveau, c'était clairement pas adapté parce que la psy, voilà, vous y allez pour 15 heures, elle regarde sur votre épaule, elle voit l'horloge qui est derrière, on entend le suivant qui arrive... ça sonne et puis vous êtes en plein explication, puis vous savez qu'elle va vous interrompre à un moment ou un autre parce qu'il y a les patients derrière. Et puis elle m'a pas... J'ai plus l'impression qu'elle était là, mais j'aurais pu raconter n'importe qui, à n'importe quoi. Elle m'apportait rien. Tandis qu'avec Agapa, j'ai appelé plusieurs fois à l'antenne jusqu'à... il y a une antenne... j'ai bouclé plein de fois. Puis il y a une fois, je me disais, bon, parce que par où je commence? Donc vraiment, on fait le numéro, on laisse sonner, une démarche, et ça sonne une fois, et puis on raccroche, voilà. C'est vraiment une démarche. Donc on raccroche, puis après on se dit, mais je commence par où? Puis je suis toute seule dans mon appart. Voilà. Et puis une fois, j'ai vraiment attendu que quelqu'un décroche, puis me demande pourquoi j'appelais et tout. Puis après, elle a pris de mes nouvelles. Il y a eu un séminaire qui a eu lieu au CHUV, avec un sujet, c'était le deuil périnatal vu du côté des pères gravéreux. Donc j'ai dit à mon mari, allez viens, on y va, ça te fera aussi toi du bien de rencontrer du monde, en étant persuadée que j'allais rencontrer d'autres parents comme nous. Et puis en fait, j'ai rencontré beaucoup de blouses blanches, mais j'ai rencontré Stéphanie, avec qui a perdu des jumeaux à terme aussi. Puis en fait, on a super croché, il n'y a que ça qui nous reliait, on ne se serait jamais rencontrés ailleurs. Puis elle est de Prongin, puis elle a décidé, elle voulait faire quelque chose pour faire connaître l'association sur la région de la Côte. C'est comme ça que l'idée des marchés est partie. En fait, on n'a rien demandé à personne, même pas à la sauce. On a fait ça vraiment sur une envie hyper spontanée, en notre propre nom, en disant, voilà, nous on est concernés, on peut vous dire, oui, on comprend, même si on ne peut pas tout partager, mais je veux dire, le fait est là. Et puis de fil en aiguille, voilà, on en fait 2 fois par année. Et le prochain, c'est le 4 novembre à Morges. Et puis là, on rencontre des gens, on fait... voilà, c'est un moment pour les gens qui veulent venir déposer, échanger, se renseigner, chercher de la doc, des journaux, des livres, il y a plein de choses à disposition. Et à la fin, à 11h30, on fait toujours un lâcher de ballon. Alors, il y a des gens qui, au début, qui pouvaient mal le prendre en disant ah, mais c'est pas une image bien parce que ça, vous laissez aller quelque chose, puis chaque année, vous refaites la même chose. Il faut lâcher une fois et puis passer à autre chose. Et puis nous, on a plus pris la symbolique en disant, voilà, nous, en tout cas pour moi, c'est une journée ou 2 journées où je me consacre au deuil périnatal et indirectement à ce que j'aurais pu apporter avec Arthur. J'essaie de le partager ou de dire aux personnes qu'on rencontre, vous n'êtes pas toutes seules, il y a des gens qui ont vécu la même chose, il y a des associations, il y a des cafés deuil périnatal, pas tout le monde a... 0 soutien autour, gardez pas ça pour vous. Vraiment, parlez-en, on ne sait pas. Puis plus on en parle,
plus on se rend compte que votre tante, votre mère, votre grand-mère, la cousine, la sœur, la belle-sœur ont eu des fausses couches, ont perdu des enfants, alors peut-être pas aussi tardivement. Mais moi, je dis toujours qu'un deuil périnatal, que ça soit à 2 semaines ou à 36 semaines, ou 30, enfin, chacun le porte différemment, chacun le vit différemment. Il y a des gens... moi, je n'ai pas eu besoin de faire le deuil de mes fausses couches tardives, quoique la dernière, celle de 16, j'ai eu plus besoin de comprendre c'est un garçon, une fille et tout. Mais 12 semaines, je me suis dit, bon, voilà, 3 mois, c'est... Mon gynéco me disait, t'es pas dans les stats. Je dis, ouais, je sais, de toute façon, je suis hors stats pour tout. Donc là, il a arrêté de me le dire. Parce que j'ai fait 12 semaines, 16 semaines, et puis là, 24, il a plus du tout osé me mettre dans aucune statistique. Mais voilà, c'est pour ça que maintenant j'en parle, mais c'est pas parce que j'en parle que j'ai oublié. Moi, j'ai aussi une cicatrice de césarienne qui me rappelle Arthur tous les jours. J'ai accouché par voie basse avec mon premier. Là, il n'y a pas de miracle. Il y a plein de choses qui font qu'au quotidien, je sais que j'ai accouché d'un enfant vraiment à l'hôpital et qui n'est pas là. Les autres, je les ai perdus toutes seules à la maison. Mais celui-là, il aurait dû être là. Et il est dans notre livret de famille. Donc, voilà. Donc, Caroline peut dire pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée au marché. En fait, moi, j'ai pas tellement ressenti, suite à l'accouchement, le besoin de voir une association ou de parler ou d'aller voir un psy. C'est pas venu tout de suite. Et quand l'idée d'écrire, de publier ce livre a mûri, j'ai contacté plusieurs associations pour avoir leur opinion, pour savoir si ça avait du sens de faire des choses comme ça, pour savoir si, selon elles, c'était pertinent ou utile ou un peu dépassé, je sais pas. Et c'est en fait comme ça que j'ai eu contact avec l'association Agapa aussi. Et en fait, j'ai vu qu'elles étaient présentes sur le marché de Nyon. Et donc, j'ai dit à mon mari, en l'occurrence, c'était la veille de la fête des mères. Et j'ai dit à mon mari, j'aimerais beaucoup aller là-bas, j'aimerais beaucoup les voir. Peut-être qu'on va passer devant et qu'on va pas s'arrêter, mais j'aimerais voir. Et puis on s'est arrêté, on a regardé, on a discuté avec Marilyn, on a pu avoir une rose, on a pu lâcher un ballon et ça m'a fait du bien, quoi. Comment ils sont ces maris dans cette épreuve? On dit que c'est différent entre les hommes et les femmes, la perception et tout. J'ai l'impression que dans vos cas, dans vos 3 cas, on perçoit les choses et puis on a l'impression que le compagnon et le mari voient les choses différemment et autres. Natacha? Effacés. Ou bien timides ou réservés. Impuissants. Ils savent pas comment gérer. Ils l'ont pas porté. Ils l'ont pas senti bouger. Ils ont pas vécu vraiment la même chose, quoi. Et j'ajouterais aussi que, moi, mon mari, sur le moment, on a été dévastés tous les deux pareil. Mais comme l'a dit Marilyn, après, quand on rentre à la maison, on est en congé maternité. Et on est là, on a juste le temps de voir le temps passer, de ressasser tout ça. Et moi, en l'occurrence, mon mari, il était au travail, il était dans la vie active, il était dans une autre dynamique. Et il n'avait pas forcément le temps de se plonger dans ses émotions, quoi. Donc finalement, moi, j'étais sans arrêt à ressasser, que ce soit une musique, quelque chose qui passe à la télé ou rien du tout, le temps parce qu'il pleut. Ça me mettait dans des états de tristesse que lui ne se laissait peut-être pas vivre, mais auquel il n'avait pas forcément le temps de penser. Donc forcément, pour lui, ça a été beaucoup plus rapide de, entre guillemets, passer à autre chose, ou disons, penser à autre chose, que moi. On est encore plus seul dans ce cas de figure-là, en fait. Ça veut dire qu'on est deux à traverser l'épreuve, mais finalement, l'autre n'est pas vraiment... avec des raisons. On ne fait pas le procès de ses maris, mais
on est encore plus seul de ce côté-là. Oui, je pense. Ça n'aide pas, en fait. Non, ça n'aide pas. Après, effectivement, il faut pas faire le procès de ces maris. Non, parce non, que c'est pas le but de... Voilà. c'est vrai qu'on peut pas vivre les choses pareillement. Deux femmes ne vivront pas... C'est aussi personnel, c'est aussi très personnel, la manière Deux femmes ne vivront pas le deuil périnatal de la même façon, donc on ne peut pas attendre d'un homme qu'il le vive de la même façon. Et nous, en fait, on a beaucoup parlé, on a beaucoup communiqué. C'est vrai que moi, il y a beaucoup de fois où je lui disais, je ne comprends pas comment tu peux ne pas y penser, ou pourquoi moi, je suis plus triste que toi. Mais après, j'ai décidé aussi de respecter sa vision des choses et de ne pas faire en sorte que cette différence de perception fasse qu'il y ait un fossé et puis que ça brise tout. Parce que moi, je me suis rattachée à lui, je me suis rattachée à ce qu'on vivait, nous, et je me suis dit que ça en valait la peine. Donc il fallait aussi comprendre l'autre et puis aller ensemble dans la même direction, mais pas forcément du même pas. Au même rythme, ouais. Voilà. Du même pas, ouais. Natacha, on est tolérante face au mari qui n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, ou bien ça clash, ou bien voilà, on en veut, ou on est... Oui, ça m'a fait beaucoup de soucis parce que à chaque période de ma grossesse et pour la suite, il y a tellement de failles qu'on se demande si un jour tout va revenir dans l'ordre aussi. Et pour moi, quand j'ai fait le livre l'année passée, je me suis rendu compte que j'ai eu 4 ans d'absence aussi vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de ma première fille. Et malheureusement, c'est pas encore fini vis-à-vis de ma première fille. C'est pas encore terminé. Elle a 7 ans maintenant. Elle t'en veut toujours? Oui. Elle en veut? Oui, ouais. oui, toujours à moi. De cette absence, de cette non-disponibilité de sa Oui. maman ouais. Et maintenant, il y a eu mon 3e enfant, ma 3e fille qui est née. Et c'est tellement difficile pour elle. Elle est très jalouse. De la plus petite, j'avais tellement peur de perdre ma petite, donc je l'ai vraiment beaucoup maternée. J'ai beaucoup passé de temps vers elle. J'ai dormi 11 mois dans sa chambre sur un matelas. Donc voilà, mon mari, j'étais absente. 7h30, 8h, j'étais au lit avec mon bébé jusqu'au lendemain. Donc, et avec ma première fille, on jouait aussi beaucoup avant ça. On passait nos heures à jouer. J'étais maman de jour à la maison, donc je jouais non-stop de 7h30 à 6h avec elle. Et du jour au lendemain, maman n'est plus là, maman ne joue plus. Comment accepter pour un enfant de 2 ans, comment accepter ça ? Comment ça a dû se passer dans sa tête, quoi. Comment gérer, pourquoi. Je pense qu'elle aura 10 000 questions. Voilà. Avoir un nouvel enfant après une épreuve comme ça, c'est quoi? Du courage, de la conscience, de la prise de risque? C'est quoi? C'est l'envie, peut-être aussi de combler peut-être ce manque aussi au départ. C'est malheureux à dire, mais on a tellement ce vide, on est vide à l'intérieur et on a envie de ravoir un enfant, d'accoucher puis d'entendre pleurer. C'est ça, moi aussi, là, j'ai fait aussi par césarienne et j'étais tellement angoissée de me dire, si je l'entends pas pleurer, comment ça veut se passer, quoi. C'est ça, c'est une envie, quoi. Nous avions aussi l'envie, c'est sûr, moi j'ai accouché à passer 36 semaines, donc il aurait été plus que viable à ce stade. Et quand la maternité nous a demandé si on était d'accord de faire des analyses, de procéder à des examens pour savoir s'il y avait une raison génétique ou si quelque chose pouvait expliquer ce qui s'était passé, on a dit oui. Et c'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Et dans ce laps de temps, on était un peu en suspension dans nos projets de vie en se disant mon Dieu, s'ils nous disent qu'il se passe quelque chose d'un point de vue génétique, donc je ne sais pas, potentiellement vous avez 80% de chances que ça se reproduise, qu'est-ce qu'on fait? Ou s'ils nous disent que ça n'avait aucun lien avec la génétique et que c'était purement la fatalité, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, quand on a eu les résultats et qu'on nous a dit que c'était effectivement la fatalité dans toute sa splendeur, qu'il n'y avait
aucune raison médicale qui pouvait expliquer ce décès, on s'est dit qu'on avait vraiment envie d'avoir un enfant et que ça prendrait le temps que ça prendrait, mais que c'était notre objectif, qu'on voulait ça, qu'on voulait un bébé qui pleure, qu'on voulait le voir un jour marcher et puis qu'on allait tenter notre chance, quoi. La vie malgré tout. Marilyn? Alors moi je suis à l'opposé de mes collègues, mais... Oui, mais tu as le droit. Oui, mais moi avec mon historique, c'était plus une crainte après. Après, moi quand j'ai pu potentiellement retomber enceinte, moi j'ai jamais été réglée comme tout le monde, donc j'ai toujours eu des... Tu fais rien comme tout le monde finalement. Les gens qui me côtoient, c'est ça. Donc moi j'étais tous les 15 jours. On entend Carole qui rit. Oui, Carole. Oui, moi j'étais toutes les 15 jours chez mon gynéco parce que j'avais pas mes règles et puis elle me faisait une prise de sang puis j'étais pas enceinte, puis c'était un stress. C'était un stress parce que mon gynéco me disait mais t'es jeune. Oui, je l'ai entendu celle-là aussi. T'en auras d'autres. Alors il l'a dit une fois, il a pas réessayé. Et puis il me disait ça, mais comme il dit ça à toutes ses patientes, puis après il s'est dit non, effectivement. Je dis non, moi s'il fallait qu'il me clone un bébé 9 mois, puis qu'il me le redonne tout mignon, tout beau à la fin, parce que moi j'avais été chronologiquement, donc j'avais fait aux 12 semaines, j'avais fait youpi, j'ai passé les 12, aux 16, j'avais fait youpi, j'ai passé les 16, donc là j'amorçais, j'avais été chercher la literie avec ma maman pour préparer la chambre, monter le lit, donc on avait monté le lit, moi j'étais en mode... cette fois c'est le bon, et là je me suis prise mon TGV en pleine tête. Donc non, moi après c'était clairement non, ça va pas le faire. Donc j'en avais déjà un, j'étais déjà contente d'en avoir un, et puis après je me suis focalisée sur mon aîné, et puis qui m'en a aussi énormément voulu, parce que lui il a vu son frère, donc contrairement à mes fausses couches auxquelles il a assisté indirectement parce qu'il était avec moi quand je les ai perdues, mais son frère, il a été le voir en couveuse. Donc ça, c'est quelque chose où je suis très très contente parce que même à 6 ans, il en a une très bonne image. Mm-hmm. Et puis c'est du concret pour lui. C'était pas juste maman était enceinte, maman est rentrée, était plus enceinte. Mm-hmm. Donc il a vu son frère, il l'a touché, mais après il m'en a beaucoup voulu. De l'avoir laissé 5 semaines, de plus être aussi active que je l'étais 5 semaines avant. Et puis d'être triste, et puis d'être fatiguée, et puis de ne pas avoir ramené son frère à la maison. Mm-hmm. Donc non, moi j'ai dû... voilà, on a tiré un trait... j'ai dû faire le deuil de ma maternité. Parce que c'est clair que c'était clairement pas mon idéal n'était pas celui-là. Mais il y a un moment où voilà, on a dû prendre la décision de se dire qu'on serait 3, puis on resterait 3. Un peu de musique. Et puis, avec évidemment mes 3 invités, Natacha Lugon-Sprunger, Caroline Bassy et Marilyn Jacquard-Favre, on parle du deuil périnatal. Moi, j'aimerais parler de la colère. Je vais lire un passage du livre Andreas de Natacha. Le titre, donc, Andreas, interruption de grossesse, la page 49 qui m'a assez marqué, je dois dire. Tout s'arrête, je m'allonge sur cette table, dans cette pièce froide, l'écran est géant, je te vois apparaître, ils éteignent le grand écran et je te vois sur leur petit écran. Tu dois ressentir mon inquiétude, tu bouges dans tous les sens, je veux te rassurer mais je n'y arrive pas. Ils nous demandent si on veut savoir le sexe et on le souhaite. Tu es un garçon, mon fils. Notre fils. Je souhaitais tellement avoir un garçon. Le moment est venu de te dire au revoir. Je ne veux pas. Je veux te garder près de moi. Je veux que tout s'arrête. Je veux sortir de ce cauchemar. Le médecin prend une grosse aiguille, traverse mon ventre. Je te vois t'affoler. Je suis sûr que tu sais ce qu'il se passe. Je ne veux pas tourner la tête. Je te regarde. Tu te débats. Je ne veux pas qu'il te touche. Tu veux vivre. Il te loupe. Il essaie à nouveau d'atteindre ton cœur. Cette fois, on y est. Il a réussi. Mon corps se transperce en même temps que le tien est en train de s'arrêter. Il est 11 heures. Ma douleur psychique est énorme. Je t'ai vu lutter. Cela restera gravé dans ma tête et mon cœur. Quand il ressortit son aiguille, un produit s'en échappa et me brûla la peau.
J'ai crié, et l'infirmière en allemand demande au médecin pourquoi elle crie, et il lui répond que ce produit brûle. Dans ma tête, dès qu'il dit ceci, je me dis que mon fils a dû avoir mal. Je venais d'euthanasier mon fils. Nous devions rester une trentaine de minutes dans une salle d'attente et revenir ensuite passer une échographie afin de voir si notre fils était mort. Et si ce n'était pas le cas, il recommencerait. Dans la salle d'attente, je dis à mon mari, et si cela n'a pas marché du premier coup, qu'il est exclu que je recommence. Je rentrerai chez nous et je garderai mon enfant. Notre fils Andreas est décédé ce mardi 29 mai 2012 à 11h. Je parlais de la colère avant de lire ce passage. Moi, j'ai ressenti, en étant encore pas du tout concerné et confronté personnellement à ce drame, j'ai ressenti beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Et je me dis, mais en 2011, 2012, 2016, 2017, comment on peut pratiquer une espèce de boucherie pareille pour des actes comme ça? J'ai envie de dire, Marilyn, la colère, il y en a eu forcément à un moment donné. Peut-être qu'elle passe, peut-être qu'elle est toujours là. Et la colère, la tienne, c'est la colère contre qui, contre quoi, comment? Bien sûr, la colère, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu contre un moment contre tout le monde, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde dit quelque chose de travers, donc t'es énervé avec tout le monde. Moi, j'en ai eu. Le premier qui a pris, c'est mon mari, parce que c'est lui qui était à côté de moi. Donc, mais après, les médecins, les pourquoi, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas. Moi, j'ai aussi on nous a demandé pour une autopsie. On a dit oui, mais on leur a expressément demandé de ne pas toucher à la tête, en se disant on voulait préserver la tête de notre fils qui est né prématurément, mais visuellement, il était tout fini, tout mignon, avec tous ses doigts, tous ses cheveux. Il avait une pétée de cheveux et tout, mais on s'est dit, si la perte de notre enfant peut faire avancer la recherche, puis en faisant une autopsie, il trouve quelque chose qui explique le pourquoi. Il n'y avait rien. Non seulement il n'y avait rien, on l'a appris après, comme disait Caroline, c'est très long, donc finalement il n'y avait rien. Mais quand on a été voir notre fils juste après qu'ils aient pratiqué l'autopsie, ils nous l'ont rendu, ils avaient un bonnet sur la tête. Ils avaient un bonnet sur la tête et on a levé le bonnet et ils avaient ouvert le crâne. Alors qu'on avait expressément demandé de ne pas toucher le crâne. Donc là, on se dit, mais pourquoi ils demandent, quoi? Finalement, autant qu'ils ne demandent pas et puis qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, mais qu'ils ne posent pas la question aux parents pour faire le contraire. Donc là, moi, j'étais en colère parce que je me suis dit, on demande quelque chose, ils ne respectent même pas ça. Et puis après, on essaie de comprendre. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé aussi, parce que je trouve qu'à un moment ou un autre, on culpabilise en se disant, mais l'autopsie était nickel, il était en pleine santé. Donc le résultat est quand même là, donc il y a quand même un moment ou un autre où il y a eu un truc, donc si c'est pas lui, c'est systématiquement moi. Donc après, on se remet en arrière, j'aurais fait ci, j'aurais dû faire ça et tout, puis après il y a plein de gens qui jugent, et puis oui, la colère, j'en ai eu beaucoup, mais après, on doit avancer. Donc après, voilà. C'est aussi salutaire le fait d'avoir de la colère. Oui, je pense qu'elle que existe cette colère, qu'elle soit, et qu'elle s'exprime. Oui, alors justement, c'est aussi pour ça on doit en avoir, c'est normal qu'on en ait, et c'est clairement c'est nécessaire dans l'état dans lequel on est après la perte d'un enfant, quelle qu'elle soit. Mais de l'exprimer, je trouve que ça aide à avancer. Le fait de l'enfouir, ça veut dire qu'on bouillonne à l'intérieur, et puis finalement, ça nous fait encore plus de mal. Donc autant l'extérioriser, alors moi, j'ai mon gynéco qui me disait, mais va crier dans la forêt. Alors bon, j'étais crier dans la forêt, j'étais planter des arbres. J'ai fait plein de trucs symboliques pour essayer d'avancer. Mais c'est vrai que la colère, on en a auprès des gens qui essayent de venir vers vous d'une manière hyper maladroite. Donc moi, je suis très impulsive, donc un peu trop des fois. Donc des fois, j'ai eu justement des excès de colère envers des personnes qui essayaient de venir vers moi pour me réconforter ou pour voir comment j'allais. Et en fait, après, je me suis excusée parce que je me suis rendu compte que j'avais eu une réaction un peu excessive. Ils n'y pouvaient rien de ma colère, elle n'était pas directement adressée à eux.
Après, ça se gère, mais je trouve que c'est bien de la laisser sortir. Caroline? Oui, moi j'ai eu aussi de la colère, bien sûr, mais moi j'ai eu une expérience plutôt remplie de tendresse et de beaucoup de respect avec tout ce qui est du secteur médical. Moi j'ai eu beaucoup de colère envers les gens qui font des enfants, qui s'en occupent pas, qui s'aiment pas vraiment, qui se séparent 6 mois après. Moi, j'ai plutôt eu cette colère-là, en fait, de voir j'ai essayé d'avoir une grossesse saine, de faire attention à ce que je mangeais, à ce que je buvais, de pas fumer. Enfin voilà, j'ai essayé de respecter tous les codes. Et malgré tout, j'ai perdu mon bébé. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai eu cette colère-là, en fait. Un peu cette injustice de dire pourquoi elle est enceinte alors qu'elle a une clope au bec. Pourquoi cet enfant est maltraité dans une famille qui s'en fiche de lui. Ça et encore aujourd'hui, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer. Je dois dire que de voir un enfant qui est pas aimé ou dont on s'occupe pas bien, ça me révolte beaucoup. Ouais. Natacha? Moi, c'était de la colère surtout vis-à-vis de moi au départ, parce que comment j'ai pu faire ça à mon enfant, ça m'a tellement traumatisée de voir mon fils se débattre, et aussi j'étais en colère parce que l'incompréhension des gens, qu'il fallait rentrer à la maison, que la vie continuait, que tout irait bien, quoi, que j'avais la chance d'avoir déjà une fille devant moi, avec moi, et ouais, il fallait que je me batte pour elle, et ouais, c'est ça, c'est cette colère vis-à-vis des autres qui comprenaient pas ce que je vivais. Les autres, la famille, les amis, on en perd, on en gagne. Je ne sais pas si on en gagne, je pense qu'on en perd plus qu'on en gagne. Là aussi, sont-ils à la hauteur? Sont-ils préparés? Je ne pense pas. Personne n'est préparé. Personne ne sait ce qui va se passer, comment on gère, comment on fait. On se mêle? Est-ce que la famille se mêle? Est-ce qu'elle est à la hauteur? Là aussi, on a parlé des maris, mais la famille, les amis, l'entourage, je pense qu'il y a aussi des choses blessantes qui se sont dites, où on essaye de faire bien, on essaye de dire, allez, va de l'avant, on est aussi désarmé. Marilyn? Oui, parce que je sais que... Oui, bon. On trie, disons. Moi, j'ai eu... Comment dire ça? J'ai eu beaucoup de soutien vis-à-vis de mes parents par rapport à la garde d'Antoine, l'aîné, qui restait à la maison et tout. Mais après, par la suite, il y a une cassure qui se fait à un moment ou à un autre, parce que c'est nous qu'on le vit, ils le vivent par procuration. Potentiellement, ils auraient pu me perdre, donc leur fille, ils ont perdu leur petit-fils. Enfin, moi, j'ai eu un moment où j'étais très proche de mes parents pendant les premières 6 années d'Antoine. Et puis, depuis 2009, c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de distance qui s'est créée, parce que il y a eu des mots, il y a eu des attentions que moi j'attendais, que j'ai pas eu. Et en fait, je me suis un peu faite toute seule en disant je trouve pas ce que je cherche, donc je vais le chercher ailleurs. C'est peut-être un peu rude, mais c'est contrairement à d'autres personnes qui ont vécu un deuil périnatal, où vraiment je peux pas dire qu'ils ont pas été présents, mais ils ont pas été présents de la façon dont laquelle j'aurais aimé qu'ils le soient. Je pense pas qu'ils en ont eu conscience. Est-ce que tu l'as exprimé, ça? Dans le sens, quand tu dis ils n'ont pas été à la hauteur de ce que j'en attendais, très bien. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une formulation de dire, attends, là c'est complètement faux, depuis 6 mois tu me prends la tête avec des théories que je ne peux pas entendre, j'aurais besoin de toi plutôt dans ce sens-là et comme ça, et puis en fait la personne n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a eu ça? Alors directement après, non. En fait, moi... Il y a aussi beaucoup de non-dits. Enfin, il y a aussi beaucoup de... Ouais, ça fait partie d'un sujet... Enfin, autant on n'a pas de sujet tabou, mais autant dans la famille, j'étais la seule la première à vivre quelque chose comme ça.
Il faut savoir que moi, c'était en juillet 2009, 6 mois après, à Noël, où moi, dans mon monde, à moi, j'ai toujours eu, mais c'était l'année de mes 30 ans, en 2009, donc dans ma tête, je m'étais dit, trop cool, je suis de décembre, donc 2009, on fera une super fête, on présentera le bébé à tout le monde, et puis ça sera trop cool. Ça a de loin pas été le cas. Du coup, moi, je voulais clairement rien fêter, parce que je voyais pas ce qu'on pouvait fêter, et puis voilà. Puis à Noël, mon frère et ma belle-sœur font des jolis cadeaux communs à tout le monde. Et puis chacun découvre une lolette, un landau, une échographie. Et puis j'ai appris, tout le monde a appris qu'ils attendaient de la famille pour l'été suivant, donc une année exactement après moi. Donc là, mes parents, ma maman en l'occurrence, a été un peu coincée entre la joie de son aîné qui, attendait de la famille, et puis qui me voyait moi me décomposer. À l'autre bout de la table, comme on dit. En train de faire des calculs en se disant, oh là là, mon Dieu, j'espère que ça ne sera pas un garçon, ça ne sera pas ni la date de l'anniversaire, ni la date de la naissance, ni du décès. Voilà. Donc après, à partir de là, il y a eu un moment de flottement. Après, pareil, tout au long de la grossesse. Donc, il est arrivé, c'était un garçon, mais au mois de juillet, mais pas ni sur une des deux dates. Mais puis à partir de là, une année après la naissance de mon neveu, donc pour les 1 an de mon neveu, rebelote, tout le monde, grande fête pour les 1 an du neveu, les amis, la famille, nous on arrive en avance et tout d'un coup, il lève le t-shirt de mon neveu avec « Je vais être grand frère ». Donc c'était juillet, une année après. Hein. Donc on est toujours dans le même cycle. Donc moi, c'est pas la meilleure période de l'année. Et aucun avis au préalable. Donc ils auraient pu avoir la délicatesse de me dire tout, tu sauras. Disons, de te préparer à ce qui allait être annoncé en te mettant dans la confidence. On n'est pas une grande famille. Surprise totale, mais on va quand même tenir compte. Ouais, j'aurais pu, parce qu'après, moi, j'ai dû gérer mon fils, et mon mari aussi, qui me disait oh, mais pourquoi lui, puis pas moi lui, il allait être grand frère, moi. Après, il y a tout ça à gérer, toutes les questions, tout. Puis plus tard, moi, j'ai boycotté un peu la grossesse de ma belle-sœur en me disant elle a encore 6 mois pour revenir, en disant on n'a peut-être pas été hyper adroit sur ce coup-là, on s'excuse, blabla. Et puis finalement, j'ai eu un clash avec mon frère. Et puis mon frère m'a dit que j'étais malade, il fallait que je me fasse soigner. Alors que j'avais eu un deuil. Donc, pas capable de gérer le bonheur des autres alors que les autres ont droit au bonheur, voilà. Même si toi tu l'as plus, mais enfin... il me l'a dit en me disant nous on a le droit d'être heureux, je vois pas pourquoi... nous on avance, toi faut que tu avances, faut que tu te fasses soigner, t'es malade. Et puis peu de temps après, j'ai eu droit de la part de mes parents, je suis d'accord avec ton frère. Donc moi ça m'a un peu calmée en disant bon, je vais prendre sur moi, et c'est là que j'ai décidé de suivre de contacter Agapa. Je les avais déjà fait, mais d'entamer un processus pour faire un processus de deuil en fait, pour vraiment faire tout le cheminement pour pas me soigner, mais avancer donc à mon rythme pour trouver l'aide nécessaire. Donc la famille, moi, voilà, il y a eu un petit moment de flottement. Caroline? Moi, je pense qu'un malaise, de toute façon, c'est clair qu'il y en a un. Les gens ne savent pas comment vous approcher, quoi. Ils ont envie d'être joyeux, mais d'un côté, d'être trop joyeux, c'est mal vu. Puis, ils n'ont pas envie d'être tristes ou de se plaindre parce qu'ils se disent que vous avez besoin d'autre chose. Alors, du coup, moi, j'ai un peu laissé chacun gérer ça comme il le pouvait. Et puis, j'ai montré que moi, j'avais envie de normalité, que si la personne en face de moi avait envie de pleurer parce que c'est quelque chose qui lui faisait de la peine, et ben qu'elle avait aussi le droit de le faire. J'ai des amis plus ou moins proches qui attendaient un enfant, puis qui ne savaient pas comment me le dire, qui n'osaient pas, parce que... Et puis ça, moi, j'en voulais pas, quoi. Parce que j'estime que c'est pas parce que j'étais dans une période de tristesse avec un chapitre difficile que les autres devaient justement se priver du bonheur, et que moi, j'avais aussi besoin d'entendre les belles choses parce que j'avais aussi besoin de voir que c'est possible.
Donc moi, j'avais vraiment envie qu'on vienne à moi, qu'on me parle normalement, qu'on me dise que la vie, elle peut être aussi belle, même si des fois, elle est terrible. Et c'est vrai que passer le cap des résultats qu'on attendait de l'autopsie de notre enfant, on avait décidé que le lendemain, on partait en vacances avec mon mari pour une semaine, partir loin de tout, se retrouver les deux, un peu fuir cette situation et puis rechercher du calme ailleurs. Et au retour de nos vacances, on avait organisé une énorme fête avec tous nos amis qu'on avait conviés en disant voilà, nous on a besoin de vous, on a besoin de vous dans la festivité, dans la joie, et puis on veut que la vie continue. Et je pense que ça a un peu rassuré les gens autour de nous de se dire eux ils vont se battre, alors nous aussi on va se battre, et puis on va aller dans le positif. C'est ce qu'on a essayé de faire, quoi. Mais chacun, c'est clair que chacun vit le truc comme il peut, hein. Natacha, la famille? Moi, qui suis valaisanne, puis j'habite le Jura bernois, donc ma famille du Valais, justement, je les avais pas à côté. Ma belle famille était un peu décontenancée, elle comprenait pas bien comment elle pouvait m'aider. Puis pour beaucoup de gens, il fallait vite oublier, fallait avancer. Et pour les amis, ça a aussi été terrible, hein, parce qu'on est tellement impuissants. Et je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte de mon malaise pendant ces 4 ans. Je pense que j'ai bien su cacher ce jeu. J'ai fait une lutte que dans ma tête, hein, ça a été une réelle lutte. Et comme d'habitude, je m'en suis sortie, mais il m'a fallu 4 ans de lutte. Et j'étais contente de pouvoir écrire mon histoire, de me retrouver seule face à moi-même, face à ce qui s'était passé. Et aussi, ça m'a permis tellement de réaliser tellement de choses que je pense que c'est bien d'avoir une méthode comme ça, de prendre le temps, puis de coucher ça sur papier, puis de se dire, voilà, t'as vécu ça, et maintenant, tu vois ce qui va se passer plus tard et tout. Tu peux encore changer des choses, mais c'est vrai que le soutien, je pense que j'ai été que soutenue par moi-même, parce que personne n'a pu vraiment comprendre ma douleur. Natacha et Caroline, vous avez écrit un livre sur ce sujet. Est-ce que le livre, c'est en fait lis ça et tu comprendras mieux? Il y a un peu de ça ou non? C'était quoi la démarche, on va dire? Alors moi, vraiment la démarche première, ça a été de me dire que quand on traverse quelque chose comme ça, ce qui m'a quelque part très égoïstement soulagée, c'est d'apprendre que j'étais pas la seule. Parce que quand on était à la maternité, on a posé la question aux sages-femmes, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu'on est un cas sur 1 million? Et puis d'entendre que malheureusement, c'était quelque chose qui était assez fréquent, égoïstement, ça nous a soulagés. Et puis, donc moi, j'ai vraiment écrit pour avoir un exutoire pour moi, parce que justement, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire à voix haute, ou parce que la personne en face ne sera pas le bon récepteur. Et du coup, moi, j'ai écrit parce que j'étais face à moi-même et face à mon papier, et que là, je pouvais vraiment laisser parler mes émotions. Et je me suis dit, si quelqu'un d'autre, au travers de ces lignes, peut ressentir l'amour et l'espoir, parce que même si l'histoire est très triste, pour moi, c'est l'amour et l'espoir. Et je me suis dit, si ça, quelqu'un d'autre peut s'en servir, j'aurais l'impression d'avoir accompli une mission, quoi. C'est pour ça que j'ai écrit, ou que j'ai publié plutôt. Est-ce que, en mettant tout ça, j'ai lu un passage volontairement du livre de Natacha, parce que je trouvais très, qu'est-ce qu'on va dire, une vérité très crue, mais une vérité, mais très crue. Quand on lit ça de l'extérieur, je ne suis ni membre de sa famille, ni concerné par le sujet, je tiens à le repréciser. Mais quand on lit ça, en étant citoyen du monde normal, on va dire, on peut que recevoir une baffe, une claque. Et est-ce qu'il y a eu des réactions
je sais pas, particulières, bizarres, ou des gens qui ont dit pourquoi tu as écrit ça, pourquoi tu as étalé ça, pourquoi tu as mis ça comme ça à la vue de tout le monde, est-ce que ça ne devrait pas plutôt être resté dans le... C'est pas forcément, je parle pas de la famille, mais je sais pas, quelqu'un qui dit mais il faut être pudique sur ces sujets-là, enfin, il y a eu des choses comme ça, un peu. Moi, j'ai pas eu énormément. On a le droit de dire non, hein. Oui, alors moi, j'ai pas eu énormément de retours pour la simple et bonne raison que je connais pas nécessairement les gens qui ont pris ce livre et ils n'ont pas la possibilité forcément de rentrer en contact avec moi. Mais les quelques retours que j'ai eus ont été plutôt positifs dans le sens où ils ont salué la mise en avant justement de l'espoir et de réussir à sortir le positif de cette situation. Et on m'a plutôt félicité en me disant mais waouh, quel courage tu as eu, tu as écrit un livre, c'est incroyable. Et pour moi, c'est pas le cas parce que moi, j'ai pas écrit un livre, j'ai tenu un journal. Donc pour moi, il n'y a pas eu un travail derrière, pour moi, il n'y a pas eu le sentiment de passer des heures devant une feuille de papier parce que ça a été mon journal, j'ai écrit quand j'en ressentais le besoin. Et ensuite, je l'ai relu. Oui, bien sûr, ça a été difficile. Certains passages sont éprouvants, mais j'ai plutôt eu des félicitations. Et ce que tu fais, c'est bien et bravo. Voilà, c'est plutôt ce que j'ai eu comme retour. Et Dieu dans tout ça? Dieu? Ouais, et Dieu dans tout ça. Là, pas là, plus près, plus loin. Alors volontairement, je commence par toi, Caroline, parce que après je vais donner la parole aux deux. Je pense qu'il y aura des avis un peu divergents, mais je vais au milieu. Près, plus loin, comment? Alors, ou pas, ou rien, ou voilà. Dieu est là où il est, et on le salue. Non, il est partout, donc il est aussi ici ce soir. On est d'accord, voilà. Bon. Je crois pas particulièrement en Dieu. Je crois en plein de choses. Spirituel, tout ça, pas particulièrement en Dieu. Marilyn disait tout à l'heure qu'on l'avait approchée en lui disant, et bien sûr, pas que Marilyn, hein, mais t'es encore jeune, il y en aura d'autres. Moi, quand on est venu me parler de Dieu, à ce moment-là, j'ai eu envie de sauter à la gorge, quoi. Parce que quand on m'a dit, oui, tu sais, Dieu donne des épreuves aux gens qui sont capables d'assumer, j'étais là, mais où est-il ? Parce que s'il est là, j'ai juste 2 trucs à lui dire, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, Dieu n'a pas été un réconfort. Mais je respecte énormément les personnes pour qui c'en est un, parce que comme je vous dis, moi j'ai d'autres croyances et d'autres choses qui m'inspirent. Mais Dieu n'a pas... à travers cette épreuve-là, non, il n'y a pas eu de ni plus ni moins. Pas du tout. Non, on a été approchés quand on était à la maternité pour si on en ressentait le besoin, mais on a tout de suite repoussé ça parce que pour nous, c'est pas quelque chose qui nous parle. Marilyn? Alors moi, je respecte aussi beaucoup les croyances de chacun. Donc après, mais comme tu le sais, moi c'est quelque chose où j'adhère pas du tout parce qu'effectivement, après mes 2 fausses couches tardives, on a eu beaucoup de peine à avoir Antoine déjà à la base. Mes 2 fausses couches tardives, tout le processus du CPMA, enfin les rendez-vous pour aboutir finalement à perdre notre enfant. S'il y a un Dieu, je pense qu'on lui a fait, mais on n'est pas de son bon côté. Donc moi j'ai zéro croyance à ce niveau-là. Et puis moi je suis plus maintenant à me dire ce qui tue pas rend plus fort et aller de l'avant. Mais non, pour moi j'ai aboli toute cette croyance. Donc je suis protestante, hein, j'ai été baptisée et tout, mais voilà, ça fait partie aussi de mon chemin. J'ai grandi, mes parents, j'étais au CATEF, hein, j'ai fait tout le processus qu'il fallait jusqu'au bout. Mais là, à 30 ans, avec cette épreuve-là, j'ai mis un frein à tout ça. J'ai jamais poussé Antoine à suivre quelconque croyance. Il aurait demandé, j'aurais adhéré. Pour la petite anecdote, je me suis fâchée avec l'Église catholique il y a quelques années où Antoine avait
je ne sais plus qui venait à l'école pour justement aborder le sujet de la croyance. Les maîtresses étaient au courant de notre parcours, du vécu d'Antoine, de la perte de son frère et tout. Et, Antoine rentre à midi en nous disant, mon mari était là, heureusement, il me dit « Ah, mais de toute façon, toi, tu ne crois pas en Dieu, donc tu iras en enfer. » J'ai posé ma fourchette. Je lui ai dit « Je n'ai pas compris. » Puis il me dit « Ouais, la dame, ce matin, elle a dit que les gens qui ne croyaient pas au Dieu, ils allaient en enfer. Et puis, au paradis, il n'y avait pas d'animaux. Et puis, je dis « Oh là là, ça va être compliqué, tout ça. » Donc, j'ai appelé la maîtresse. Et puis, elle m'a dit « Oui, alors effectivement, ça a été dit. » Puis je dis « Puis vous avez laissé dire ça ?» « Oui, parce qu'on avait de la peine à interrompre la madame et tout. » Et puis, le plus grave, c'est que chaque enfant a pu avoir un moment avec cette dame sans les maîtresses. Donc, on ne sait pas trop ce qui a été dit. Donc, moi, j'ai écrit à l'Église catholique, avec copie au monde entier. J'ai le monseigneur, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, qui m'a appelé en personnel pour s'excuser, que cette personne avait été remise à sa place, elle ne serait plus en lien avec les enfants parce que ses dires étaient... Un peu trop de prosélytisme. Mais complètement, parce que dans sa classe, il y avait des musulmans, il y avait des catholiques, il y a des protestants, et puis à cet âge-là, ils prennent tout ce qu'ils reçoivent. Et puis moi, j'ai dû gérer tout ça après. Donc donc non, moi, à l'église, non. Voilà. Bon, je vais me tourner vers Natacha et vers notre Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui va défendre ce brave... Ça a changé. Oui. Quand même. Alors, oui, pour moi... Et tu as le droit de le dire. Oui, comme les autres, tu as le droit de le dire. Voilà. Oui. Ça va être... Que des amis ici, que des amis. C'est terrible parce qu'on m'a reproché hier que fallait que ma famille du Valais aimerait que j'arrête d'en parler. Parce que moi, depuis l'année passée, j'avais tellement cette culpabilité aussi vis-à-vis de Dieu. J'ai tué mon enfant, donc voilà d'où je viens dans le Jura bernois. On a l'église baptiste et l'église évangélique. Et j'avais des amis de l'église évangélique qui m'ont vraiment beaucoup soutenue. Et on a vraiment beaucoup prié ensemble. Et ça a été une réelle libération pour moi. Et je respecte de toute façon la vie des autres. On a chacun un parcours différent. Le mien maintenant bascule dans cette église évangélique où je me sens vraiment bien. Je me sens comme dans une famille. Et quand j'ai écrit ce livre, c'était aussi pour montrer aux gens ce que j'avais vécu, puis pour leur montrer ce que c'était réellement. Et ça a été une réelle prise de conscience pour les personnes, pour toutes les personnes, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était autant... que c'était autant comme ça, quoi, que c'était terrible. Hein, c'est terrible de tuer son enfant. On ne peut pas s'imaginer comment c'est. Puis quand on le lit, on n'en ressort pas indemne. Et c'est ça qui est bien, parce que je voulais que les gens, quand ils ont fini de le lire, mais il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qu'on se pose. Et justement, à la fin, on se pose aussi la question sur la foi, sur la religion. Puis les personnes qui me suivent et qui me suivront dans ces prochains temps, ils verront, je pense qu'ils ont vu aussi un réel changement, et ça déplaît à certaines personnes. Et malheureusement, je vais continuer, et dans mon bonheur, pour moi, je vais continuer dans cette continuité dans l'église évangélique. Et ce qui va se produire, c'est que je me suis fait baptiser aussi à l'église catholique. J'étais catholique. Et là, j'ai décidé que dans un mois, je vais me faire rebaptiser par immersion totale, parce que j'ai vraiment découvert pour moi l'amour de Dieu. Puis j'ai cette paix. Donc voilà, c'est tout le contraire des autres personnes, mais on vit... c'est ça qui est beau peut-être aussi, parce qu'on vit tellement les choses différemment, et je pense que c'est pas honteux pour chaque personne d'en parler et de...
ouais, de voir comment on peut, chaque personne évolue tellement différemment. Et pour moi, ben voilà, pour moi, c'est une grande joie de me dire que dans un mois, ben, j'attends ce baptême par immersion totale. Et je pense que ça va être un changement. Il y a tellement de choses à dire, et je pense que ça fera un 4e livre. Ben, j'ai écrit aussi sur les abus sexuels. Et je pense que c'est important de voir comment une vie peut être changée. Voilà. Voilà pour mon... Non, mais c'est bien, chacun est libre, et heureusement, Oui, toi, parce tu as que, trouvé... si je peux me permettre, il y a eu 2 livres avant Andreas, il y a eu 2 livres, parce que Natacha était aussi confrontée aux abus sexuels, a écrit 2 livres. Quand j'ai rencontré Natacha, j'ai trouvé qu'elle avait déjà bien morflé, comme on dit, puis elle m'a dit... on était au studio Radio People, on a fait l'interview pour le livre, les 2 livres qu'il y avait, puisque voilà. Et puis j'ai dit waouh, la vie c'est pas facile. Puis elle m'a dit attends, je suis en train d'écrire un nouveau livre et c'est celui que j'ai dans les mains. C'est pas fini. Mais j'ai dit alors tu me promets, tu reviendras en parler. Et puis voilà donc. Oui, quand on lit les 3 livres à la suite, on se dit cette pauvre madame. Non, mais justement, le 4e, ça sera une source réelle de joie. Mais il faut accepter de lire, de voir qu'un parcours peut être changé. Pour moi, les gens pensent que c'est dingue. C'est quelque chose de fou. Je ne saurais même pas vous expliquer ce qui s'est passé. Non. Moi, de nouveau, j'ai lu les 3 livres, pas en même temps, mais j'ai lu les 3 livres puisqu'on s'est rencontrés. On se dit, waouh, mais je sais pas, le sort s'acharne. pauvre dame. Enfin voilà, et puis d'être là. Et c'est pour ça que, voilà, encore une fois, je justifie pas, mais je trouvais que, il y avait tout son sens d'être avec vous aujourd'hui. J'ai envie de dire, on est au mois d'octobre 2017, et puis je vous écoute et je vous trouve. Comme j'ai déjà dit au début, mais je peux leur dire volontiers, juste extraordinaire, c'est-à-dire avec une force, avec une humanité, avec une intelligence, avec plein de qualités par rapport à cette épreuve, d'être là aujourd'hui et d'en parler comme vous le faites, quelle que soit la manière, qu'on aille sur les marchés, rencontrer les gens, qu'on écrive des livres, qu'on ait envie de transmettre des choses avec la foi en exergue peut-être, bref, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous l'avez payé très très cher, mais vous êtes extrêmement qualifié. Tous les gens qui nous écouteront peut-être, alors je souhaite qu'il n'y ait pas forcément que des personnes qui ont vécu et qui se disent tiens, moi aussi je, mais qu'il y a peut-être des gens qui sont pas encore dans ce genre et qui seront confrontés à ce genre de problème. J'ai envie de dire, je pose la même question à vous 3. Si quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un sur cette terre rencontrait ce que vous avez traversé, quel serait pas le conseil que vous lui donneriez, c'est pas ça, mais où s'adresser, comment faire, j'aimerais vraiment les 3 avis différents de dire voilà, si aujourd'hui avec tout ce que je sais, ça m'arriverait, eh bien, je sais pas. Je n'irai plus jamais coucher dans le canton de Genève. Enfin voilà. Non mais c'était voilà une petite boutade comme ça. Mais quel serait un peu le fait de dire voilà, je sais pas, surtout parlez-en ou faites, enfin bref, peu importe. Mais je vous donne la parole volontiers les 3. Marilyn. Parlez-en, oui, alors ça c'est clair. Mais à qui, comment, voilà, pas simplement une formule, voilà. Non, mais parlez-en, déjà rien que d'en parler à qui veut bien vous écouter, mais pas garder tout votre vécu, toute votre tristesse en vous. Par exemple, Agapa, Suisse romande, toi tu as fait la démarche. Moi, clairement, voilà. Alors moi, avant Agapa, j'ai commencé par mon gynéco, qui me psychanalysait en fin de journée. Et après, oui, Agapa, mais il y a d'autres associations, en fait. Comme beaucoup d'associations, vous trouvez plein de choses. Il y en a une à Genève, il y a l'association Cali, Agapa Suisse romande, ils sont à Fribourg, mais après, il faut juste vous entourer des bonnes personnes. Restez pas forcément dans le médical, psy, vrai psy. Allez voir, rencontrer des gens... des personnes qui l'ont vécu, qui vous disent pas oui je comprends alors que c'est pas arrivé.
Moi, je peux dire aux gens qui viennent au marché, je dis oui, les fausses couches je connais, les fausses couches tardives, je connais, les centres de procréation médicalisés, je connais, les injections tous les jours à heure fixe, je connais, les ultrasons, c'est pour aujourd'hui, revenez demain, faites le poirier, enfin tous les trucs super sexy dans un couple quand on essaie de tomber enceinte, j'ai aussi vécu. Donc après, ce qui est important, c'est de trouver le répondant adéquat et puis bénéfique qui vous permet d'avancer. Parce que c'est clair qu'il faut avancer. Vous ne pouvez pas rester avec votre vécu. Vous allez de toute façon vivre avec votre vécu, votre passé, ça fait partie de vous. Mais moi, en 2010, enfin peu de temps après, j'ai eu un article dans le Féminin. Il y a des gens que je côtoyais tous les jours, qui ont zappé cet été 2009, qui n'étaient absolument pas au courant. Parce que j'ai pris sur moi, et puis un peu comme toi, Natacha, tu serres les dents, et puis la vie continue, même si tu n'arrêtes pas de croiser des poussettes, des femmes enceintes. Il y a toujours des périodes où tu as l'impression que tu les attires, tu fais des mouches. Mais tu dois avancer, et puis voilà. Mais on parlait, oui, trouver l'écoute nécessaire, et puis pas rester seul, quoi. Ça, c'est sûr. Donc c'est aussi pour ça que le 4 novembre, à Morges, on sera là. Et puis, c'est vrai que Caroline l'a signalé tout à l'heure, on fait toujours un clin d'œil à Nyon. Le marché de Nyon, il est généralement juste avant la fête des mères, justement pour le clin d'œil fête des mères, où on offre des roses aux mamans, parce que, comme les autres, ce sont des mamans. Et sur Morges, c'est toujours autour de la Toussaint. Pareil, pour le petit clin d'œil. Donc, ça, c'est des dates. On a des gens qu'on voit aux deux marchés chaque année. Il y a des gens qu'on ne revoit pas, qui sont juste là, qui sont contents d'être venus. Enfin voilà, ça crée des liens. Caroline. Alors, moi, je dirais, un peu comme Marilyn, il faut rester fidèle à soi-même et faire appel aux démarches qui nous parlent. Moi, je n'ai pas du tout ressenti le besoin d'avoir un suivi psy au départ. J'ai été voir une psychiatre quand je suis retombée enceinte, parce que là, ça a été un peu la douche froide et j'ai eu beaucoup de mal à gérer les émotions. Donc, à partir de là, j'ai ressenti le besoin de voir une psy qui m'a accompagnée et qui m'a aidée. Avant ça, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de plutôt spirituel. Je crois beaucoup aux énergies, aux guides. Donc moi, ce qui m'a aidée, ça a été de voir... dans mon livre, je l'appelle « Ma sorcière bien-aimée » parce qu'elle me faisait des massages énergétiques, chamaniques. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a permis de rester au centre, quoi, et d'avoir mes guides, d'avoir mes étoiles et de rester rattachée à tout ça. Et puis, il faut pas aussi culpabiliser d'avoir envie d'être heureuse et puis d'aller de l'avant. Donc voilà, moi j'encourage les papas et les mamans à se raccrocher à ce qu'il y a de beau dans nos vies et à ne pas oublier que même si l'épreuve est terrible, on a un mari qui nous aime, on a une famille qui nous aime, on a des amis qui nous aiment et que rien que pour ça, ça peut valoir la peine de continuer. Natacha? Je pense que pour nous, en tout cas dans mon couple à moi, ce qui aurait pu être bien, c'est qu'on puisse se retrouver un peu aussi, que les deux seuls, aussi partir de notre appartement, pas rester à la même place, parce que voilà, c'est dans l'appartement là, on a tous les souvenirs. Donc je pense s'échapper un peu, puis que la belle famille ou la famille prenne aussi l'enfant qui est là, ou bien les enfants qui sont là, pour pouvoir qu'on se retrouve, quoi. Et ça, on n'a pas eu. Mais je pense que ça serait une belle aide pour le couple, aussi pour communiquer, parce que je pense qu'on n'avait pas assez de communication entre nous. Hein. Ça a toujours fait défaut. Puis là, on est aussi en plein apprentissage. Et voilà, il faut vraiment que les gens... n'ayez pas peur de venir à la maison, de toquer, de prendre des nouvelles. Et souvent, les gens, ils ont tellement peur de ça, de ne pas savoir que dire. Mais c'est pire pour nous, je pense, cette absence. Voilà.
N'ayez pas peur, je traduis pour les Vaudois, d'aller frapper à la porte. Parce qu'on dit toquer dans le Jura bernois. Alors, les Vaudois disent toquer, mais non, je traduis. C'est vrai que des fois, les gens ne savent pas trop comment venir à nous. Ils ne savent pas quoi dire. Mais il faut aussi accepter que des fois, il n'y a juste rien à dire. Une épaule pour pleurer, une présence pour boire un café, regarder un film ou le ciel ou n'importe quoi, ça peut suffire. Oui, et puis dans le même registre que Caroline, je dirais par rapport à l'entourage, n'hésitez pas, même si vous pensez que vous allez peut-être déranger, à aller. Parce que, en fait, moi j'ai beaucoup attendu des gens qui finalement ne sont jamais venus, et puis de peur. Mais en fait, c'est juste la première approche qui est peut-être pas évidente. Mais après, on sera tout content de partager peut-être autre chose, d'échanger, de pleurer, ou je sais pas, mais c'est toujours la première approche qui est un peu... Donc n'ayez pas peur, allez vers les gens qui viennent de perdre un enfant, que ce soit le papa, la maman. Ne pensez pas, je vais les déranger, quoi. Allez-y. Vous comprenez qu'il y en a qui ne veulent pas parler, qui gardent ça pour eux, qui mettent ça dans le cadre du couple, de la famille, enfin voilà, et puis qui ne veulent ni prendre part à des débats, ni venir en parler à un micro, ni s'exposer publiquement pour en parler. Oui. Moi, je le ça comprends. Fait pas avancer la cause, ça. Enfin, je veux dire, c'est pas un reproche, mais je veux dire, voilà. Heureusement qu'il y a des personnes comme vous. Non, alors heureusement, enfin oui, peut-être, mais moi, je peux le comprendre. Je le respecte, mais par contre, ça me brise le cœur, quoi. Je sais, j'ai été confrontée à quelqu'un qui ne fait pas partie de mon entourage, mais qui a perdu son enfant. Et cette femme n'a pas supporté la perte de son enfant et elle a mis fin à ses jours. Et je trouve ça terrible parce que je me dis, mais l'homme, son homme qui l'accompagne, il a dû faire le deuil de son enfant, il a dû faire le deuil de sa femme. Et je me suis dit, cette pauvre femme n'avait rien autour qui lui a permis de s'accrocher. Et ça, vraiment, mais ça m'a énormément touchée parce que, ouais, je me suis dit, quelle tristesse, quelle solitude. Et ça, je peux le comprendre, mais en même temps, j'ai pas envie de l'accepter, quelque part. Je préfère que quelqu'un pleure pendant des mois, mais se batte, plutôt que de lâcher prise et tout laisser tomber. Je vais citer les ouvrages. Si on peut zoomer sur moi, le livre de Caroline Bassi, Journal à un ange, et puis le livre de Natacha, bon, je vais les lancer tomber par terre, boum, le livre de Natacha, Andreas, Interruption de grossesse, et puis les deux autres livres de Natacha, avant le 4e, décidément, nouvelle profession pour Natacha, écrivain ou écrivaine. Écrivaine, on dit écrivain. On dit quoi? Pour moi, on dit écrivaine. On dit écrivaine, ouais. Mais je dis pas que je suis ça. Je suis rien. Ouais. C'est juste ta vie que tu mets dans des livres et puis quand on lit, on se dit, c'est juste du témoignage. Ouais. C'est pas écrivaine, ça. Ouais. Non, extraordinaire. Je vous donne une phrase à la con, là, 1 minute pour conclure. Non, je plaisante. Mais voilà, on a largement débordé, puis on pourra encore parler. Moi, je suis très heureux de vous avoir mis à ce micro comme ça pour faire. Voilà, je suis très heureux. Voilà. Le sujet est très lourd, très difficile, très douloureux à entendre aussi, parce qu'il faut aussi que vous compreniez qu'il y a vous qui le vivez, l'exprimez, puis il y a ceux qui ont des oreilles en face, qui l'entendent, qui n'ont pas forcément vécu, mais donc faut aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de voilà. Mais je trouve encore une fois le courage de témoigner, puis d'oser en parler, d'oser venir et de parler comme ça. Je trouve ça magnifique. Juste une petite minute à chacune pour ce que votre ressenti sur tout ça, sur l'échange, sur le temps qu'il fait, sur les élections, je sais pas. Je sais pas quoi dire pour vous motiver. Non, je plaisante. Mais voilà, un petit mot de conclusion comme ça. Caroline est pressée, elle tient son micro. Elle dit, cette fois, c'est moi, j'y vais. Cette fois, allez, on se lâche. C'est bon. Si, moi, pour conclure, j'aimerais juste déjà te remercier pour l'accueil et vous remercier aussi, vous, les filles, parce que nos histoires sont différentes, mais elles m'ont beaucoup touchée.
Et puis, moi, j'aimerais finir en disant que j'ai accouché le 4 janvier 2015 d'un petit bébé mort-né. Et j'ai accouché le 29 décembre 2015 d'un petit garçon qui est en pleine forme et qui remplit ma vie de tellement de bonheur et de tellement de joie. Et pour moi, c'est ça qui prime surtout. Donc, il faut y croire. C'est une belle expérience aussi. Merci, Caroline. Ben pour moi, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous deux et aussi toi, Philippe. Je te remercie de me donner la parole afin que la vérité puisse éclater sur l'interruption de grossesse. Et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir mes deux filles, mon mari avec moi, mon mari qui est resté auprès de moi, et ça a été tellement difficile et on a encore tellement un long parcours, un long chemin devant nous et je suis sûre qu'il va être tellement merveilleux. Alors merci d'avoir partagé ce moment avec moi ce soir aussi. Merci Natacha. C'est moi qui ai le mot de la fin. Alors, moi je vous remercie aussi parce qu'effectivement j'ai lu vos 2 livres, donc j'ai rencontré Caroline au marché. Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'on est... en fait, on a... Le sujet, c'est le deuil périnatal, mais c'est un sujet tabou, mais qui rassemble quelque part, malheureusement ou heureusement. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires à travers ce sujet, à travers la perte d'un enfant. Donc, faut toujours sortir le positif. Donc, c'est clair que... on n'aurait pas perdu Arthur, j'aurais jamais rencontré les gens que j'ai rencontrés depuis 2009. Donc, il faut aussi savoir avancer, reconnaître ce qui arrive quand ça arrive. Donc, mais l'objectif, c'est vraiment de briser les tabous parce que même encore maintenant, il y a trop d'histoires horribles qui arrivent avec des gens qui perdent leur enfant à terme. Est beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Donc, je n'ai pas les statistiques, mais moi, je vois à nos marchés, chaque fois, on a des histoires différentes et c'est 2 fois par année. Donc, c'est pas que c'est chaque fois les mêmes gens qui viennent, c'est chaque fois des nouvelles personnes qui viennent avec des histoires. Et c'est pas des histoires, c'est leur vécu. Donc, et on n'en parle pas, personne n'en parle. Moi, quand j'ai fait le féminin, on m'a dit, on a déjà traité le sujet une fois, c'est bon, on passe à autre chose. Non, il y a plein de parents qui vivent ça tout le temps. Donc, et puis aussi par rapport tout le personnel infirmier, il y a toute une partie théorique qu'ils voient en cours, mais la pratique, elle n'est pas tout le temps non plus appliquée quand ça arrive. Donc, nous, on a aussi beaucoup d'infirmières qui viennent à nos stands ou de sages-femmes qui sortent des cours chercher des réponses parce qu'en fait, c'est une page dans leur chapitre. Et puis, quand elles sont en pratique, on les met à l'écart parce qu'on leur dit que c'est intrusif de venir voir quoi dire, quoi faire à ce moment-là. Donc, en fait, elles viennent vers nous pour nous dire mais qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment accompagner les parents ou la maman qui est en train d'accoucher alors que celle qui est à côté est réellement en train d'accoucher d'un bébé en vie, quoi. Donc, merci Philippe. Merci Marilyn. www.agapa-suisseromande.ch et vous aurez beaucoup d'informations. Je vais me rendre dans le nombreux public présent dans cette salle. Carole, bonjour. Bonjour. Alors, je te laisse le micro pour la conclusion. Ça fait 1h45 à peu près que ces dames parlent, expriment et tout. Toi, tu es une amie de Marilyn. Merci d'être venue. Et moi, je voulais simplement... je te donne le micro, tu prends le micro, puis tu les regardes les 3, puis tu me dis juste ton ressenti à l'écoute de ce qu'elles ont livré ce soir. Je suis extrêmement admirative, en fait, parce que c'est très dur ce que vous avez vécu, et vous êtes là, vous arrivez à l'expliquer, vous arrivez à partager, vous arrivez même à donner des conseils. Enfin, voilà, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour faire ce que vous faites, et je suis sûre que c'est très utile, parce que ne serait-ce que de savoir, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on n'est pas seul, je pense que ça doit aider beaucoup de monde, donc bravo. Merci. Bravo.